Yo, avant que la vidéo commence, j'ai une annonce qui me tient vraiment à cœur à vous faire, un appel au soutien en fait, pour vous expliquer brièvement, Manga Évasion, qui est une librairie dijonnaise indépendante, menace de fermer, voilà. C'est une librairie dans laquelle je vais depuis que j'ai découvert la culture manga, il y a de ça presque 10 ans. Elle est tenue par des gens qui sont adorables, incroyablement passionnés, vraiment ça transpire la gentillesse. Il y a même un restaurant japonais intégré à la librairie qui fait tout simplement les meilleurs ramen que j'ai jamais mangés, et j'en ai testé pas mal. Moi et mes potes, on a tissé des liens très forts avec eux depuis toutes ces années, et vraiment, ça me briserait le cœur que la librairie soit menacée de fermer. Donc ils ont ouvert une cagnotte sur Litchi. Si vous pouvez donner ne serait-ce que, allez, 5 balles, ce serait déjà une aide immense, et on vous en serait tous extrêmement reconnaissants. Alors n'hésitez pas à aller faire un petit tour, ou au moins à partager la cagnotte. Merci beaucoup. Et puis au-delà de la tâche, c'est hyper important que les librairies indépendantes continuent d'exister. Je vous invite au max à aller faire vos achats là-bas, plutôt que dans les grandes surfaces comme la Fnac, Cultura, etc. On a vraiment besoin de ce genre de librairie. Voilà, bref, bonne vidéo la team. Wesh les gens, c'est Revive, et bienvenue dans cette review du manga le plus anticapitaliste de tous les temps, j'ai nommé The Jojo Lands. Désolé de l'absence le mois dernier. J'avais prévenu bien en amont sur les réseaux, je ne pourrais pas assurer la review du chapitre 21 en temps et en heure, tout simplement car j'ai dédié le mois dernier au concours d'entrée en master de game design. Ceux qui ont déjà tenté l'entrée à l'Engmin savent ce que c'est. Ouais, ça représente un sacré taf. On a en plus enchaîné avec une game jam la semaine passée, j'ai eu quelques soucis perso. Bref, toutes ces raisons, je pense relativement légitimes, expliquent mon retard. Mais quoi qu'il en soit, l'attente a assez duré. Aujourd'hui, c'est double review. Et quel bonheur de revenir l'esprit libre. Si c'est le chapitre 22 qui est frais dans votre tête, et que vous êtes là pour ça, n'hésitez pas à vous servir du chapitrage pour vous y rendre directement. Mais je ne vous laisse certainement pas skip un chapitre. Que s'est-il passé lors des 2 derniers mois pour Jojo donc? Eh ben, plein de trucs, figurez-vous. Déjà, et ça c'est pas rien, un live spécial Jojo Day a été décalé au 12 avril prochain. Absolument tout le laisse penser, on aura notre annonce de l'animé Steel Ball Run, ou au moins notre Johnny.png. Bien sûr, sauf contretemps exceptionnel, même si c'est à une heure pas possible, je serai là pour vous stream ça. Sûrement sur Twitch pour éviter le strike. On a aussi eu entre autres une figurine de Jojo, des artworks de bière absolument magnifiques de la part d'Araki, un nouveau film live action Rohan, la sortie du tome 4 de The Jojo Lands en France, je ferai une review des fautes sur mon Twitter, et une cover d'Ultra Jump absolument sublime le mois dernier. Les 2 chapitres sur lesquels on reviendra aujourd'hui arborent respectivement la même cover que celle du tome 5 malheureusement pour le 21, et quant au 22, Jojo devant un yacht avec une compo géniale, promettant une nouvelle mission d'infiltration typique de The Jojo Lands, j'adore. Allez, sur ce, ne tardons pas plus. Et commençons par revenir sur le chapitre 21 de The Jojo Lands, les soupçons de fraude de la société Howler. Avant de commencer, un rapide point stand. Le fonctionnement de Glory Days et Bax Groove ont en effet été explicités dans le tome 5. Rien de spécial à dire, si ce n'est que les théories les plus récentes sont valides. Glory Days peut tout simplement contrôler la vitesse de ses balles, c'est tout. Donc oui, il suffit qu'il tire une balle hyper lente et qu'il court derrière un mur juste après pour donner l'impression qu'elles apparaissent de nulle part. Quant aux Bax Groove, ils étaient bel et bien juste implantés dans les dids. Voilà, commençons. Alors qu'on s'était arrêté sur le groupe qui se demandait comment exploiter un Mac qualité à l'hôpital, on retrouve ce dernier en forme, en train de kiffer dans son bureau de la banque Dolphin. Avec au passage un très beau point de vue sur Hawaï, me rappelant mes meilleures heures passées sur Infinite Wells. Ce bon vieux Mac s'est d'ailleurs fait renommer Yokohama. Araki commence déjà à redcon ce qu'il veut en suivant son bon vouloir, tout va bien. Yokohama, Hawaï. Quoi qu'il en soit, ce dernier vit sa belle vie, se fait engueuler par sa femme, car ils avaient prévu des trucs en famille, mais attends, ils sont sur un gros coup à la banque, à 2 doigts de finir Howler et de gagner une sacrée somme. On va pas passer à côté de ça pour manger des ailerons de requin farcis au crabe chinois quand même. Alors qu'on se demande dans quel contexte cette scène a lieu, par quel miracle l'homme se porte aussi bien et a l'air aussi désinvolte, ce bon vieux Yokohama oublie quels sont les mots magiques permettant de calmer sa femme. Comment oublier mon entrejambe pointant dans l'autre sens, sale chatte, quand même? Bah ouais, sa peau se craquelle, et on avait affaire à ce bon vieux Charming Man dès le début, prenant la place de Yokohama à la banque. On commence donc très fort, avec un ascenseur émotionnel dont Araki a le secret, combiné à une vanne dont j'ai hâte de voir la traduction française officielle. Les questions suivantes nous viennent alors instantanément. Où est passé le vrai Yokohama? Ils l'ont buté? Gardé en captivité? On va y venir. En attendant, force est de constater que Charming Man s'intègre parfaitement à la banque, feignant parfaitement l'ignorance quant à la fusillade de laquelle il a tout de même été victime. Tandis qu'il rejoint le groupe,
il annonce recevoir des ordres directs depuis le directeur général de la banque. Yokohama n'est donc pas ce directeur en question, laissant donc entrevoir un homme au-dessus, qui pourrait pourquoi pas prendre une place importante dans l'intrigue par la suite. J'ai en tout cas adoré son chef, oui chef, t'inquiète pas, on s'occupera des Howlers, avec le double sens ironique qui va bien. En effet, notre groupe va s'en occuper comme il faut. Suite au dire de Jodio, disant que Howler déposera ses avoirs sur leur compte bancaire, on capte alors que l'idée sera d'usurper l'identité de Yokohama jusqu'au bout, pour détourner les fonds à la source. La case fout une sacrée hype en tout cas, j'aime toujours autant quand Jodio prend le lead. Ce que j'aime toujours autant aussi, c'est ses transitions Meryl-Meiki. Ses retours fréquents dans son bureau, en mode débrief de mission avec ce mélange de hype quant à quelle sera la suite du plan, et de petits stress parce que quand même on sait pas vraiment si Meryl elle est sympa et tout. C'est toujours un procédé que j'adore. La transition en elle-même est en tout cas géniale, avec une superbe vue dynamique sur le tramway, et une double planche qui pue la classe. Les poses du groupe, le regard de Meryl posé sur les documents, le plan sur le rocher dans la branche de Dragona, on comprend instantanément les enjeux, et c'est transmis d'une superbe manière. Lulu est donc avec eux, Usagi pète un plomb, et la menace de lui fracasser le crâne façon The Walking Dead. Ça c'est mon gars, il est trop fort. C'est tout con, mais la réplique de Jodio disant à Lulu de bien s'asseoir car Meryl l'a demandé, renforce clairement l'aura et la pression exercée par cette dernière. Elle en impose. Meryl va donc s'adresser à la jeune fille de 11 ans, lui faisant comprendre la situation dans laquelle elle se trouve, en lui mettant un coup de pression tout en détente. Généralement, un premier délit du genre, c'est 10 ans de prison. Mais une fille de 11 ans, ça va pas en prison. Alors, au lieu de la prison, c'est Meryl qui la garde captive ici. Problème, ça lui coûte 3000 $ par jour. Et si la police s'en mêle, elle sera dans la merde. Pendant que Lucy fait ses caprices, elle, Meryl, risque gros. Son poste de directrice, son mari. Mais si Lulu répond tranquillement, ça va bien se passer et elle sortira vite. C'est un accord gagnant-gagnant finalement. Putain que j'adore ça. La caractérisation de personnage est absolument géniale. Et cette manipulation mentale envers un enfant de 11 ans, c'est aussi intelligent que diabolique. Vouloir emprisonner une enfant pendant 10 ans pour qu'elle ait quand même l'expérience de la prison sans que ce soit légal, c'est terriblement fort. On apprend au passage que c'est Meryl qui garde Yokohama en soins intensifs, aux côtés d'une Lulu captive. Elle va donc lui demander ce qu'Howler sait. Est-ce que les identités ont leak? Et ce, avec une petite case stylisée qui renforce les enjeux et impact de la question. Araki fait ça H24 dans cette partie et j'adore. Lulu, suivant sa caractérisation de personnage, va juste fondre en larmes en disant que Bobby Jean est mort. Ça rejoint son caractère enfantin et sentimental présenté dans les chapitres précédents, et en dit très long sur ce que représente Bobby pour elle. Une relation drôle, mais aussi touchante, et ce jusqu'à la fin. Elle dira en tout cas qu'elle est la seule au courant. Quelqu'un a peut-être été témoin, mais elle en sait rien. Quant à la lave, elle dira ne pas avoir été envoyée à la base pour la récupérer, mais juste pour retrouver ceux qui avaient consulté les deeds. Ce que ça confirme, c'est bien que Howler s'est chié dessus en apprenant que la lave a été dérobée, et qu'il a dû agir en conséquence. C'est sûr que l'homme a un passé avec, et j'ai hâte de découvrir ce qu'il en est. Une phrase de Meryl m'a un peu perturbé. Elle dira que la lave est leur allié, et que même s'ils font une sieste, cet argent arrivera quand même. Or, rappelez-vous, j'en étais arrivé à la conclusion qu'il faut quand même faire les actions que la lave leur suggère de faire. La lave les aide, leur donne des clés, mais il s'agit de bien s'en servir de ces clés. Ce qu'ils comptent faire, on le voit dans le chapitre suivant, ils ont un plan. S'ils ne le suivraient pas et qu'ils pionceraient, je vois pas pourquoi l'argent leur reviendrait. Je me prends trop la tête pour rien, c'est sûrement juste une réplique d'une Meryl pleine d'assurance, un peu hautaine, mais j'ai jugé intéressant d'en parler pour que les choses soient claires. La suite de ces dires confirmera ça, cette dernière disant que même si la lave est de leur côté, Howler va chercher à fouiner et à la reprendre. Plus précisément, elle dira que les riches n'hésitent pas à user de la violence comme une monnaie d'échange. Je trouve cette phrase ultra intéressante. Ça rejoint ce que je dis depuis le début, sur toutes les métaphores et le propos de fond liés à l'argent. L'argent de The Jojo Lands n'est pas que de l'argent physique, monétaire, comme ce que je théorise depuis le début, avec la richesse que cherche Jojo. C'est tout con, et ça veut juste dire que si acculés, les riches n'hésitent pas à user de la violence pour maintenir leur pouvoir, et que Howler en fera de même, mais j'ai adoré la tournure de la phrase. Ainsi, Meryl leur dit d'agir vite, et leur donne un délai de 7 jours. 7 jours pour tout récupérer avant que Howler ne passe à l'action. 7 jours pour extorquer Howler, le dépouiller de tout ce qu'il a, pour rendre son corps et son esprit incapacités. 7 jours pour récupérer le versant nord du Walalai. Pourquoi 7 jours précisément? Sûrement car elle pense que c'est le nombre de jours minimum requis pour exécuter l'entièreté du plan, et qu'il faut agir en prenant le minimum de temps. Sinon Howler agira. Mais surtout, 7 jours, c'est la durée de Golden Wind. Au-delà d'une fois de plus référencer cette partie que j'aime tant,
Ça donne une idée temporelle de la durée de The JoJo Lands. Rien ne dit qu'elle se finira bien après ces 7 jours, cette partie. On peut s'attendre à des retournements de situation de fou, et il peut se passer plein de choses en une semaine. Mais j'aime l'idée scénaristique de mettre une deadline. On entre dans les choses sérieuses quoi, ça me hype de fou. Arrêtons-nous quelques instants sur cette phrase ultra intéressante de Meryl. Voler une personne riche de ce qu'elle a, ça rend son corps et son esprit incapacités. Est-ce que Howler se retrouvera incapacité si ça arrive? C'est un fait. L'homme craint profondément de perdre son argent. Il a peur du rocher de lave. La situation actuelle le faisant stresser et perdre le contrôle de ses émotions. Mais j'ose croire à un développement inattendu pour Howler. Et s'il était un riche qui ne se retrouverait pas incapacité, venant surprendre tout le groupe et mener à une opposition incroyable d'idéaux avec Jodio, tout repose sur son stand et sa backstory, dont j'ai hâte d'avoir des révélations. Enfin, on aura tout le temps de parler de Howler par la suite, reprenons. Après cette planche incroyablement hypante, Lulu est en panique totale, voyant la folie des actions de notre groupe. Se dit-elle qu'ils sont tellement tarés qu'ils pourraient vraiment faire tomber Howler? Ou alors qu'ils sont tarés de vouloir s'attaquer à lui? Cette dernière connaissant parfaitement sa puissance? J'aime le doute qu'incarne cette case. Allez, il est temps de voir celui dont on parle depuis le début, transition sur Howler le kiffeur, en train de kiffer avec lunettes de soleil, go, limousine. On se dit qu'il en a rien à foutre de la situation, jusqu'à ce que le chauffeur s'arrête en raison d'une foule attroupée autour de la voiture, en train de huer Howler, avec une superbe mise en scène, révélant la chose d'une vue de dessus. Ascenseur émotionnel absolument génial une fois de plus, lourd de sens qui plus est. Je m'explique. Howler pète un plomb, pourrissant le chauffeur. C'est un florilège de menaces basé sur sa puissance pécuniaire. Il va le faire virer, s'arranger qu'il soit sur toutes les listes noires, essaye même de privatiser la route. C'est aussi débile que terriblement raccord avec la manière dont les ultra-riches, patrons cupides d'immenses sociétés, sont décrits dans The JoJo Lands. Son seul moyen de défense, c'est sa thune. Il pense pouvoir tout acheter. Il pense qu'acheter la route lui permettra de se débarrasser de la foule qui l'entoure, logiquement. Mais ce que nous raconte cette scène, et c'est là où je voulais en venir, avec l'ascenseur émotionnel dont je parlais, c'est que tout ça n'est qu'une illusion. On a l'impression qu'il est bien, posé, qu'il en a rien à faire de sa situation terrible, avec ses dires appuyant que son argent lui permet cette tranquillité. Mais la réalité est tout autre. Il est au cœur d'une polémique immense, sorte d'ennemi public numéro 1, en raison de son exploitation illégale des ressources d'eau naturelle, monopole créé sur une obtention bien frauduleuse comme il faut. La scène dépeint donc de manière frontale, et très drôle au passage, cette dichotomie entre le pouvoir infini que les personnes comme Howler pensent avoir, et la chute vertigineuse et incontrôlable qui menace d'arriver au moindre scandale, les dépouillant instantanément de ce dit pouvoir. C'est un procédé qui avait en réalité déjà été utilisé dès l'intro de Howler dans le chapitre 17. Il kiffait avec des go dans son jet, et bam, dès l'atterrissage, retour à la réalité symbolique et concret, avec Yokohama qui lui annonce qu'il va faire faillite. Ce retour dans le chapitre 21 appuie donc le fait que l'homme continue de s'engouffrer dans des illusions, malgré sa situation terrible. En tout cas, j'aime juste trop l'idée d'avoir un Anta qui est une menace publique numéro 1. Le monde est contre lui, genre. Et ce, que ce soit l'antagoniste principal ou juste secondaire, hein. C'est si rare dans JoJo, et j'adore ça. Howler, confronté aux médias qui exposent les faits qu'on avait découverts en flashback dans le chapitre 19 et aux foules en colère, va tout démentir et chercher à s'extirper de la foule. Même confronté à une femme disant que son fils est mort à cause des armes créées par l'industrie avec laquelle Howler fricote, il lui dira de la fermer, que de toute façon, ce n'est pas lui qui les a fabriquées ces armes. C'est aussi drôle que tragique, et montre surtout un niveau de détachement absolument abyssal de Howler quant à ses actions. Tout ça a l'air très manichéen depuis le début de ce chapitre, et je pense qu'Araki ne s'arrêtera pas là quant à ce propos sur la richesse. J'ai trop hâte de voir où ça va aller. Alors que Howler se rend dans un bâtiment, une avocate le défend. Avocate que ce dernier ne se rappelle même pas avoir acheté. Ça renforce encore ce que je disais précédemment. L'homme est totalement détaché de tout ce qui se passe avec sa thune tellement il en a. La caractérisation de personnage est subtile et tellement réussie. Howler, au détour d'une de ses planches magnifiques, dans lesquelles on le voit paniquer et chercher à se rassurer que j'adore, va dire quelques mots sur la situation. Il dira que ces terres sont à eux, qu'il a eu la permission de la famille royale, qu'il est né ici, et qu'après tout, ces ploucs ont toujours eu besoin de leur vendo. C'est vrai, ces apports en eau sont importants et vitaux pour la population. Mais est-ce une bonne chose qu'une immense société comme Howler en ait le monopole de l'exploitation? On dirait que la vision de la chose de Howler est encore coincée à ce qu'était la société au début. Au commencement de tout ça, ces vendo étaient une découverte révolutionnaire, une véritable bénédiction. La famille royale a même récompensé Latrato, l'ancêtre de Howler,
pour avoir découvert un tel moyen de remédier à ces pénuries d'eau. Mais les générations suivantes ont été cupides, et se sont servis de l'entreprise de la pire manière possible, avec ses histoires de monopole et d'industrie militaire. Howler semble oublier tout ça, et voir son entreprise uniquement comme celle qui a sauvé les populations locales il y a des centaines d'années, et qui remédie aux besoins des habitants de l'île, comme si tout ce qui s'était passé après n'existait pas. Encore une fois, l'homme est totalement déconnecté. Je pense que ces réflexions, aux côtés de sa réplique à la femme ayant perdu son fils comme quoi il n'a pas créé ses armes, sont bel et bien honnêtes. Howler n'est pas maléfique par nature, c'est juste un gars ayant hérité de sa fortune sans rien faire, qui s'amuse, et se rend pas compte de ce qu'il a entre les mains, se convaincant lui-même que ses actions sont vertueuses. C'est en tout cas comme ça que je le vois, et je trouve ça fascinant. Une première preuve que tout ça n'est pas manichéen donc. J'ai en tout cas beaucoup aimé la manière dont il se rappelle ses origines en parlant des lettres de l'alphabet. Ça fait très Pucci, qui essaie de se calmer en récitant les nombres premiers. Bref, alors qu'Howler se pose ces questions, l'avocate de tout à l'heure réapparaît, aux côtés de deux acolytes au chara-design très réussi. Mention spéciale à ce boug, en qui je ne peux pas m'empêcher de voir une retranscription humaine de King Crimson, absolument terrifiante. L'avocate, c'est Kay West, la femme du fond, c'est Laem Chabang, une policière, et King Crimson, c'est Ningbo, un pompier. Il s'agit de 3 potes de Bobby Jean, embauchés par Howler, sûrement pour sa protection, sans que ce dernier ne s'en rappelle. Enfin, est-ce vraiment ça? Ou alors c'est quelqu'un de chez Howler qui embauche ces gens pour lui, d'où le fait qu'il ne soit pas au courant? La question se pose, tant on aura parfois l'impression au cours de cette scène que Howler n'est qu'une simple marionnette. À voir où ça va aller à l'avenir. Ça pourrait être un développement intéressant, et pas en désaccord avec ce que j'ai dit sur lui juste avant. Quoi qu'il en soit, Kay dira que ça les ferait chier si la société faisait banqueroute. Sachant que ce sont respectivement des avocats, policiers et pompiers, cette simple phrase permet de se rendre compte du pouvoir immense de Howler, ayant même un certain contrôle sur la police ou la justice. Rien d'étonnant à ça, mais une fois de plus, c'est un autre exemple d'une simple phrase lourde de sens et de caractérisation de personnage dont Araki a le secret. Enfin, la femme dira donc qu'ils ont enquêté sur la scène à l'hôpital, et en ont déduit que Bobby a été tué par un ou plusieurs manieurs de stand. Les 3 compères se demanderont les raisons de la poursuite de Bobby, de pourquoi ce dernier a eu la permission de tuer, suite à quoi Howler mettra un petit coup de pression à base de « Faites votre travail, c'est tout », et ne cherchez qu'à retrouver Lulu. Ils n'ont pas à savoir, simplement à défendre Howler et ses intérêts. Soit l'homme a une confiance en Lulu supérieure à celle de ses autres subordonnés pour une raison ou une autre, soit il ne veut pas prendre le risque que d'autres personnes, en qui il n'aurait pas totalement confiance, soient au courant de l'existence de la lave. Je penche plutôt là-dessus. Suite à ça, des vers dégueux se forment dans les lunettes de l'AM, et montrent comme une carte révélant la position de quelqu'un qui est apeuré à proximité. Révélation du premier stand auquel nos protagonistes auront affaire donc, avec ce concept dont j'adore l'idée. En particulier car, encore une fois, Araki utilise des éléments du monde réel pour créer ses stands. Les nématodes, nom de ces petits vers, ça existe. J'ai par contre pas réussi à trouver l'info de savoir s'ils utilisent la peur pour parasiter les êtres vivants ou non, mais si dans les commentaires il y a des jardiniers qui utilisent les nématodes pour tuer leurs limaces par exemple, n'hésitez pas à me le dire. Même si à la différence des nématodes, eux ils existent pas, ça me rappelle en tout cas les rods, et j'adore l'idée d'élever ces trucs dégueulasses comme des animaux de compagnie, dans des lunettes qui plus est. Kay mettra à son tour un petit coup de pression à Howler, lui disant qu'il ne doit pas avoir peur en tant que boss final, car ceux qui ont peur sont ceux qui perdent. Je vois bien cette phrase être souvent balancée au cours du combat qui arrive, à la manière du « tout le monde finit par mourir d'une maladie ou d'un accident » de Lulu. Cette réplique est giga perturbante. On dirait un méta-commentaire sur le doute qu'a toute la communauté quant au fait que Howler est l'antagoniste principal. Car ouais, c'est bien ce que tout le monde se demande ici. Est-ce que Howler a assez de sang-froid et de prestance pour être le boss final? Que c'est troublant, purée. C'est très compliqué de théoriser là-dessus. Et j'ai déjà assez parlé de Howler dans cette review, alors on va se contenter d'attendre le développement pour voir où ça va aller. Mais le personnage est définitivement fascinant, multifacette et terriblement original. Il a du pouvoir, mais a l'air de totalement passer à côté, et d'agir comme un enfant qu'on materne, plus visible que jamais dans cette scène d'introduction du trio d'antagonistes mineurs. Mais à la fois, on sait qu'il a un stand. Il sait se montrer menaçant par moments, et il a un potentiel d'évolution et de trucs à raconter juste immense. Je l'imagine tellement finir par péter un plomb, finir par devenir un grand taré extrémiste, embrassant à fond toutes les facettes sombres de son entreprise, et s'en servant comme d'une force destructrice pour annihiler notre groupe, ou au contraire, évoluer vers quelqu'un de bien, un riche raisonné, pourquoi pas. Au-delà de se prendre la tête avec des questions finalement vides de sens pour l'instant, comme son statut d'antagoniste principal, ce qui me fascine, c'est vraiment d'imaginer son évolution. Quant à ce trio,
On se demande évidemment qui sont ces bougs et quels sont leurs objectifs, pour être aussi calme et en position de presque dominant par rapport à Howler. On verra où ça va aller, mais quoi qu'il en soit, j'ai adoré leur introduction. Et j'aime énormément l'idée de voir un trio d'antagonistes. C'est rare dans JoJo, et ça change des habituels V6. Et puis, vu comment c'est utilisé dans le chapitre suivant, je dis oui. Le chapitre se terminera avec Kei, qui revient avec le tel de Bobby retrouvé, dont l'historique montre une recherche de Paco. C'était subtilement montré pendant le chapitre 19 quand ce dernier était sur son tel. Une superbe réponse à un foreshadowing, venant foutre une pression pour la suite, parfait pour terminer ce chapitre de transition absolument merveilleux. Comme quoi, Araki peut gérer les foreshadowing quand c'est à court terme. Ouais, j'ai dit le mot, ce chapitre était absolument merveilleux. Les chapitres de transition sont toujours ceux que je trouve les plus cool de The JoJo Lands. C'est toujours là où le récit avance énormément, et où les révélations pleuvent. On a carrément eu ça ici. C'était ultra bien rythmé, avec une narration de zinzin, un humour au top, des pistes de développement ultra hypantes, des caractérisations de persos absolument lunaires, et des retournements de situation dingos. Howler brille de mille feux, c'est définitivement son chapitre. Quel personnage original, multifacette, et juste fascinant. Les dessins et la mise en scène étaient aussi au top, avec des doubles planches sublimes, un découpage génial, des ascenseurs émotionnels toujours aussi bien gérés, et des personnages aux expressions faciales absolument saisissantes. Enfin, le plan de Meryl se met en marche, Howler réagit comme il peut, les antagonistes mineurs sont introduits, le prochain arc est set-up, et ça s'annonce grandiose. On rentre dans le dur de The JoJo Lands, et j'ai trop hâte de voir où ça va aller. L'avantage, c'est qu'on va pas attendre beaucoup pour ça. Le chapitre 22 est déjà sorti, et je vous propose d'enchaîner sans plus attendre. Et ouais, vous l'avez attendu longtemps cette review, mais vous avez de quoi vous mettre des trucs sous la dent. Le recouvrement de la banque Dolphin partie 1, on y va. On retrouve notre groupe en voiture, directement en route vers le domaine des Howlers. Ils vont se faire passer pour Yokohama, et tenter de récupérer l'argent à sa place. Le plan est simple, clairement défini, et on est direct dans le bain purée. Quelle entrée en matière! L'intro fout en effet une hype pas possible quant à ce début d'arc, qui s'annonce incroyablement mouvementé. On peut encore relever une petite ref à The Walking Dead, ainsi que pas mal d'interactions marrantes entre les membres du groupe, comme on en a l'habitude dans ces débuts d'arc. Parfait pour renforcer leurs liens et leur caractérisation. Usagi qui se demande d'où viennent les trous de balles dans la carrosserie, et Paco qui répond froidement que, c'est sa bagnole. Encore Usagi qui se tape un kiff sur la peau de Charming Man, et qui se dit que ça doit faire kiffer les filles. Public féminin de mes reviews, à vous de témoigner. Mais cet intérêt pour sa peau mènera surtout à un truc qu'on attendait depuis longtemps. Sa peau rugueuse là, c'est son stand ou de naissance? Eh ben on a la réponse. Sa peau rugueuse, c'est de naissance. Toute sa famille l'a, et ça leur permet de résister aux forts écarts de température. Dans son village natal, on retrouve aussi des animaux avec ces caractéristiques-là, comme des vers de terre rugueux et des taupes rocheuses. Son stand, c'est sa capacité à se servir de cette peau pour la dissocier en deux petits bouts de roche, et s'en servir pour se camoufler. Rappelez-vous que le stand est avant tout une manifestation de l'esprit combatif de chacun, propre donc à son vécu et ses caractéristiques. Il n'est alors pas étonnant que Charming Man ait un stand lié à sa peau, utile pour vivre dans des conditions extrêmes. Il y a fort à parier que si les membres de la famille de Charming Man avaient aussi des stands, leur capacité se traduirait par un certain contrôle sur cette peau atypique. Mais attendez, c'est des hommes rochers? Charming Man est un homme rocher? Les taupes et les vers c'est des animaux rochers? Les taupes rochers, les vers rochers? Ah là là, décidément, ça va nous suivre tout au long de JoJo Lands, ça. Dès que le mot roche sera mentionné, ce sera l'occasion de faire entrer en paranoïa tous les fans de JoJo Lion sous copium. Et je pense qu'Araki en joue. Vous l'avez compris, non, je ne pense pas que ce soit des hommes rochers. Tout simplement car je ne trouve pas l'idée pertinente. On les a déjà bien assez exploités, et raconté bien assez de choses avec eux. Je pense plutôt que c'est une idée qui vient directement servir les enjeux et le propos de The JoJo Lands. Je m'explique. De ce qu'on comprend, même si on n'a pas encore tous les détails, en dehors du fait qu'il vivait très sûrement près du Walalai, Charming Man est né dans une zone aux conditions de vie difficiles en raison du climat. Une région volcanique sans aucun doute. Sa famille, ainsi que tous les êtres vivants du coin, sont nés avec une peau, leur permettant de faire face à ces conditions. L'une des thématiques principales de la partie, c'est la nature. Comment cette dernière peut être impitoyable, déchaînée, destructrice, et pour ce faire, Araki utilise Hawaï, zone en proie des températures très élevées et des éruptions volcaniques. Et surtout, The JoJo Lands parle de comment les humains font pour vivre malgré cette nature imprévisible. Comment ils font pour accepter ces absurdités, comme des éléments constitutifs de ce qu'ils sont,
pour rebondir dessus par la suite et évoluer en tant que personne. Deux visions s'opposent. D'un côté, celle de l'entreprise Howler, qui utilise ces conditions terribles comme une manière de se faire de l'argent sur le dos des pauvres habitants de l'île en exploitant le monopole des sources d'eau. Et de l'autre donc, des hommes comme Charming Man, dont les caractéristiques physiques permettent par défaut de remédier à ces conditions. Des gens qui vivent tranquillement, empreints de tradition et de folklore, comme Charming Man l'expliquera avec cette croyance très belle de son village, que les mères racontent à leurs enfants. Celui qui passe la soirée à rire avec sa famille rencontrera cette même famille lorsqu'il naîtra à nouveau. Et ces deux visions se sont rencontrées le jour où Charming Man a perdu son frère, alors qu'il a découvert une des veines d'eau sur lesquelles Howler a la main mise. Nature contre industrialisation, contrôle des absurdités, contre acceptation de ces dernières. Le tout raconté par le prisme de l'argent, de la richesse, et des nuances quant à ce qu'elle signifie. Richesse matérielle contre richesse symbolique. On va vers quelque chose, vous ne trouvez pas? Je vous l'accorde, cette idée d'humain capable de survivre au changement climatique, pouvant remplacer les humains si leur espèce arrivait dans une impasse, ça peut coller avec l'histoire de Charming Man. Mais voilà, l'homme appuiera bien sur le fait que lorsqu'ils vieillissent, les déchets de leur organisme forment des calculs, étant leur principale cause de mortalité. Il parle bien de mères qui racontent des choses à leurs enfants. Des espèces qui naissent normalement, de mères, une espérance de vie manifestement limitée, ouais, ça colle pas avec ce qu'on sait des hommes rochers. Je pense là qu'Araki reprend un peu de son concept introduit dans Jojo Lion, en le modifiant pour coller aux enjeux de la partie et raconter d'autres choses. Et c'est une bonne idée selon moi. Aussi fascinants soient les hommes rochers, j'aime que chaque partie ait ses enjeux, ses concepts et ses éléments géniaux propres, quand bien même on peut retrouver des petits liens entre elles. Mais vous inquiétez pas, vu les thématiques de la partie, ça ne m'étonnerait pas que les paumes du diable soient liées de près ou de loin à ce bordel. Quoi qu'il en soit, j'ai adoré cette intro. Le rappel quant au passé de Charming Man avec le flashback de Maoka, affirmant la détermination de ce dernier, m'a vraiment régalé. Un personnage qui a définitivement beaucoup de choses à raconter. Enfin, trêve de blabla, nos personnages sont devant la résidence de Howler. L'occasion d'apprendre, au détour de deux superbes planches, ouah, le style de The Jojo Lands est définitivement magnifique, que l'homme vit sur un bateau quand il n'est pas au Walalai, mais plutôt à Oahu. J'aime l'idée, c'est vraiment Howler Core, comme disent les jeunes. Rappelons les enjeux, que j'avais déjà expliqués dans ces reviews, mais qui sont parfaitement explicités dans ce chapitre, par souci de clarté. Sous 72 heures, le gouvernement saisira le Walalai, en raison de l'utilisation du terrain pour fabrication illégale d'armes militaires. Mais si la banque Dolphin récupère la propriété à temps, et ils ont toutes les clés en main pour le faire, Howler devant leur rembourser une somme énorme qu'il n'a pas, le gouvernement n'aura plus besoin de la saisir. L'État n'a pas nécessairement d'intérêt à avoir cette propriété. Il souhaite simplement pouvoir enquêter sur cette production d'armes militaires. Petit point que je n'ai pas compris ici, et je compte sur les juristes des commentaires pour m'éclaircir, le gouvernement ne peut pas se rendre sur le terrain s'il appartient à Howler, mais il peut s'il appartient à une banque. Le truc c'est juste que Dolphin est une banque publique, ou alors c'est qu'ils peuvent y aller dans tous les cas mais qu'ils souhaitent juste punir Howler. Enfin, dans tous les cas, comme le dit Jodio, c'est ainsi qu'ils comptent l'acculer. La seule différence, c'est que la banque qui va saisir le Walalai, c'est eux. Comment la réplique goes hard, putain? Comment la planche où ils sont en mode Stardust goes hard, putain? C'est ça dont j'ai besoin. De l'adrénaline et de la hype comme ça dans mes veines. Ça pue Golden Wind, j'adore. Charming Man reprend donc son apparence de Yokohama au cours d'une planche qui pue le flot, et le groupe se divise en deux. Jodio, Dragona et Charming Man foncent vers le bateau avec un plan magnifique, et Usagi et Pako vont mener les opérations et surveiller de leur côté. Parfait. Je me languis déjà de voir ces deux golemons ensemble, pour parler de poulet notamment. Qu'il adore le poulet, mon Pako, que je m'identifie à lui, qu'il est basé. Comment ça, il s'en va à la fin? Le plan paraît en tout cas pas trop mal construit. Ping, qui reprend son pseudo évidemment, remplira le rôle du parfait employé de banque avec son tailleur. Employé de banque au cuisse à l'air certes, mais vas-y c'est bon. Charming Man remplira son rôle de Yokohama, et Jodio sortira l'excuse du job de coursier. Bon, ça craint, mais ils ont de la chance, Howler ne connaît pas le visage de Jodio, et Pako, seul démasqué, n'ira pas sur le yacht. Ça devrait le faire. Et alors que le groupe de Jodio approche, Howler est là, accompagné de Kei. Le premier eye contact, putain de merde, ça fait quelque chose. L'homme est bien menaçant comme il faut. On sent une tension insoutenable des deux côtés. Les enjeux sont immenses, ça va exploser vite. Ah, vite à ce point? Usagi reçoit en effet un message de l'école, qui est en fait un message codé de Meryl, pour appel directrice, leur disant que les poursuivants approchent. Alors qu'on se dit que c'est une superbe idée de narration d'utiliser un mail de l'école pour transmettre ce message, et surtout qu'on se demande ce que signifie ce bordel, alors que nos protagonistes débarquent avec un stress à son paroxysme,
On transitionne de manière très intelligente sur l'AM et Ningbo, qui montrent la photo de Paco à des passants, et qui rentrent dans le bureau de Meryl. On comprend alors tout. Ils vont aller interroger Meryl à la source. Putain, ils ont autant fouiné, pourrait être la seule phrase qu'on se dira en découvrant cette dinguerie. Ah ouais, il est plutôt intense ce chapitre, hein. Alors qu'elle se fait interroger, on voit bien Meryl prendre le temps d'écrire sur son clavier. On comprend de notre côté qu'il s'agit sûrement du message qu'elle a envoyé à notre groupe. Que c'est intelligent. Ça montre à quel point Meryl est perspicace et possède un sang-froid à rude épreuve. Les deux assaillants vont donc l'interroger sur Paco. Elle va parfaitement répondre, agissant comme une simple directrice, refusant de donner des informations confidentielles à propos d'un de ses élèves, et demandant bien sûr un mandat. Mais dès lors que l'AM pose la question à Meryl, « Vous avez peur ?», on va faire le lien avec le chapitre précédent, et commencer à avoir peur pour Meryl. Car elle a beau bien agir, on connaît le stand de l'AM. Si elle a peur au fond d'elle malgré les apparences, elle est finie. Quelle narration, quelle mise en scène, sérieux, c'est plutôt brillant. Notre stress va se confirmer et retomber de la pire des manières dès la planche suivante, où l'AM dira avec un regard de braise et ce fameux filtre opaque que Meryl est totalement terrifiée. La goutte de sueur sur son front viendra quant à elle confirmer l'horrible situation dans laquelle notre directrice se trouve. Alors que l'AM se rapproche d'elle, en lui demandant de quoi elle a peur, bon Dieu qu'elle planche encore une fois, Meryl appuie discrètement sur « Entrée » pour envoyer un nouveau message. Plus précis quant à sa situation maintenant qu'elle sait de quoi il en retourne. Nous, on connaît la nature des messages qu'envoie Meryl, et on sait bien qu'ils ne contiennent rien de suspect à première vue. Que les liens entre les deux plans sont intelligents, sérieux. Seul petit souci à relever, je trouve que le fait que ce soit bien deux messages différents qu'elle envoie n'est pas assez explicite. Une case montrant Usagi recevoir une notification pour le second aurait suffi à régler ce problème. Ça n'empêche pas l'attention d'atteindre des sommets au moment de l'envoi de ce message. Cette idée d'ancrer seule de manière normale les yeux de Meryl et de l'AM est absolument géniale. Et inédite en plus, je crois. J'ai pas souvenir qu'Araki ait déjà utilisé ça. À vous de me corriger en commentaire si c'est pas le cas. Ça me rappelle de très loin une certaine scène de Better Call Saul, où seul un élément particulier avait de la couleur, mais no spoil. Quoi qu'il en soit, nos assaillants sont perspicaces. Cette femme a un lien avec Paco Lovelander. Ningbo, révélant son stand, va alors faire gonfler le clavier de Meryl, et sa main au passage, faisant s'envoler le clavier et le faire exploser, tandis que la main de Meryl s'élève à son tour. Un stand qui permet de faire gonfler et s'envoler un objet à la manière d'un ballon de baudruche, jusqu'à ce que la pression le fasse exploser. Un objet qui doit avoir été touché au préalable par la victime, et qui se lie à la partie du corps ayant effectué un contact, lui faisant subir les mêmes effets que l'objet, on verra. Dans tous les cas, la mise en scène était géniale. Thématiquement, ça me rappelle un peu Ozone Baby. Retour du côté de notre team de soutien pour la scène finale, avec Paco qui, apprenant la nouvelle, décide de rejoindre instantanément Meryl et de laisser Usagi seul sur place. Une fin géniale, caractérisant à merveille le personnage de Paco, possédant visiblement une loyauté à toute épreuve envers Meryl. J'ai adoré le moment où le chapitre s'arrête, absolument parfait, avec ce Usagi qui se retrouve planté là. Une touche d'humour permettant de faire retomber la tension juste insoutenable de ce chapitre. Eh ben, putain que c'était bien! Si le précédent chapitre était purement un chapitre faisant avancer l'intrigue et développant l'univers tranquillement, là on entre dans le dur de ce combat amorcé précédemment. On a tout simplement là un florilège de ce que le JoJo actuel offre de mieux. Des ascenseurs émotionnels merveilleux, une tension insoutenable, une mise en scène absolument parfaite, des dessins sublimes, et surtout, la marque fabrique d'Araki de la fin de JoJo Lion, un combat sur 2 plans. Quelle bonne idée d'avoir pris cette direction pour mettre en scène ce combat contre 3 ennemis. Les transitions entre les plans sont d'ailleurs à chaque fois parfaites, interagissent entre elles, et sont toujours facteurs de hype, mêlés à de la crainte de voir ce qui se passe de l'autre côté. J'ai beaucoup mis l'accent sur le déroulé du chapitre, et sa mise en scène au cours de cette review, car vous l'avez constaté, c'est véritablement exceptionnel. Je l'annonce, ce combat va être fabuleux. Il est évident que ça ne va pas se passer de façon aussi simple pour le groupe de Jojo. C'est à son issue qu'on pourra sûrement trancher du statut de Howler en tant qu'antagoniste principal ou non. Quoi qu'il en soit, l'homme va briller dans le prochain chapitre, qui je pense sera focus sur le groupe de Jojo. Le stand de Kei est aussi totalement inconnu, et cette variable fait flipper. J'aime en tout cas beaucoup l'idée de commencer un combat en sachant quelles sont les capacités des stands ennemis, pour la M et Ningbo. Ça tranche avec les combats de The Jojo Lands jusqu'à maintenant, principalement basés sur la compréhension des stands ennemis. On sait quelles cartes ont les ennemis en main, mais pas toutes, restant une inconnue avec Kei, et puis Howler aussi, hein, et je trouve ça terriblement stimulant. Ça fait aussi très bizarre de voir Meryl être attaquée frontalement, elle qui paraissait intouchable. Il y a vraiment un parallèle intéressant dans sa représentation au sein de ces 2 chapitres, même visuellement. Dominante,
avec un rapport de taille démesuré par rapport à Lulu dans le chapitre 21, et dominé, au même niveau si ce n'est en dessous de ses opposants dans le chapitre 22. C'est principalement l'utilisation de contre-plongée qui fait ressentir ça. L'image de Meryl volerait-elle en éclats? Va-t-elle révéler son stand et faire une dinguerie? Que j'ai hâte, putain de merde. On est lancé dans un arc d'une hype incommensurable pour les mois à venir. On aura en tout cas si bien mangé ces derniers mois. Sincèrement parmi les 2 meilleurs chapitres de la partie. Plus le temps passe, plus je suis absolument fan de The JoJo Lands, quand bien même j'étais déjà convaincu dès le début. Je sais qu'il y avait quelques réfractaires parmi vous. Dites-moi si votre avis a évolué au cours de ces derniers mois. Enfin, pour l'heure, j'en ai enfin terminé avec cette double review. Et ben voilà, cette double review est enfin terminée. Je suis désolé vraiment du retard qu'elle a pris. Il y a vraiment eu un enchaînement de calamités diverses pour reprendre le vocabulaire de Jojo. J'ai même pris du retard au sein de l'enregistrement et du montage même de la review parce que il y a le festival d'Angoulême qui est venu entre temps et pour le coup c'était ultra pique. Je suis trop content d'avoir pu passer du temps avec certains d'entre vous. J'y retournerai sûrement l'année prochaine, donc soyez présents. Pour un petit actu, du coup, j'ai participé à une game jam avec mon école en janvier. On a gagné la game jam à l'échelle de notre site et je vais essayer de poster le jeu sur Rich.io dès que tous les petits correctifs seront faits. Je vous partagerai ça et ça va être bien cool. Et je vais tout faire pour essayer de sortir la prochaine review plus tôt. Voilà, vraiment, il ne devrait pas y avoir de problème, je serai en vacances. Elle devrait arriver plutôt vite, mais je suis content d'avoir enfin terminé celle-ci avant la sortie du prochain chapitre, voilà. Et c'était en tous les cas un gros kiff de travailler dessus, je suis content de ce qu'est cette review au final. Et je vous remercie encore une fois d'avoir attendu, ça devrait pas se reproduire de telles choses normalement. Bref, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire pour dire ce que vous en avez pensé, bien sûr pour parler du chapitre et des chapitres, il y a sûrement beaucoup de choses à se dire ces mois-ci, parce que on a eu 2 chapitres d'un coup, voilà, ce mois-ci, pardon, je suis fatigué, putain, Angoulême, ça fatigue. Mais bref, merci à tous les donateurs, merci à tous ceux qui ont vu cette vidéo, on se donne rendez-vous le mois prochain, ou en l'occurrence plus tard dans le mois, et n'oubliez pas que The JoJo Land, c'est quand même vachement bien, ouais.